Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Perturbations en vue dans les transports en commun. Les travailleurs des bus AFTU brandissent la menace d'une grève générale pour alerter sur leurs difficiles conditions de travail. Ils étaient en sit-in ce lundi. La colère gronde au quartier abattoir de Tamba. Les populations ont barré la route et brûlé des pneus. Ils exigent la fin de la cohabitation avec la poussière imposée par les travaux jamais achevés d'une route. Et puis en sport, Sadio Mané, plus que jamais sur le toit du football sénégalais. L'attaquant de Liverpool vient d'être sacré pour la 4e fois Ballon d'Or par l'Association nationale de la presse sportive. La page internationale et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Une grève générale dans les transports. La menace est brandie par les travailleurs des bus AFTU en sit-in ce lundi devant les locaux de l'entreprise Captrans. Ces acteurs du transport déplorent leurs difficiles conditions de travail. Les détails avec Théodore Semedo. Des travailleurs de l'AFTU devant le siège de Captrans, c'est pour déplorer leurs dures conditions de travail et de vie. Un employé qui est au niveau de Captrans, qui n'a ni bulletin de salaire, ni congé, les régulateurs travaillent 7 jours sur 7, sans repos et des heures supplémentaires ne sont pas payées. Ici, on convoque les chauffeurs qui se lèvent à 4 h du matin pour ne finir leur service à 19 h, 20 h, 21 h pour les sanctionner après. Et la preuve, j'en ai là, un receveur qui avait fait son premier départ à 4 h 30. Il faut qu'on le regarde. Son dernier départ était à 19 h 30. Parti Pouille l'a convoqué ici au niveau de Captrans. Vous voyez bien. Lui a remis une demande d'explication. Après, qu'est-ce que se passe? Une sanction de suspension jusqu'à nouvel ordre. Ce n'existe pas dans aucune loi du pays. La République avait prôné qu'il allait faire 300 000 emplois. Je dis qu'il y a plus de 10 000 emplois ici, mais c'est des emplois fictifs, qui n'ont pas de contrat, qui ne versent pas leur cotisation au niveau de l'IPRES, qui n'ont pas d'IPM. Il y a un détournement de fisc. Ça, il faut qu'on le dise. Nous sommes là ici pour réclamer notre droit. On a vécu tellement de misère, 12 ans de misère. On a vécu plus de 11 ans ici sans contrat. Moi, 10 000 travailleurs d'AFTU qui sont dans la précarité. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de salaire conventionnel, ils ne partent pas en congé. Ils travaillent 20 heures ou bien 16 heures de temps, on ne les paie pas les heures supplémentaires. Ils ne sont pas pris en charge en cas de maladie. Donc ils sont traités comme des baniliens. Ces employés de l'AFTU qui exigent le départ de l'actuel directeur de Captrans, Pathé Pouye, menacent de durcir le ton si l'État ne réagit pas. On demande à Pathé Pouye de partir parce que c'est un incompétent. Il ne savent pas écrire son nom. Aussi les gens qui l'entourent sont des incompétents qui sont en train de travailler ici. On demande l'appui de l'État. Il faut auditer ces gars-là parce qu'ils sont en train de bouffer notre argent. Moi, à tout je suis. On m'a coupé mon salaire 3 fois ou bien 2 fois, pourtant j'ai des preuves. Ils m'ont dit que je n'ai pas travaillé alors que j'ai sorti les feuilles de route au niveau du chef de contrôle. Quand les femmes sont enceintes, elles sont mises en attente indéfiniment. On ne les rappelle pas. Quand tu pars, on ne te paie pas de salaire. Normal ici. L'AFTU ne crée que des futurs mendiants ici au Sénégal. C'est de l'anarchie, c'est de l'amateurisme. Donc nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités. Le statut est complice de cette structure qui n'existe que de nom, qui n'a pas de sens. Nous demandons le départ de son coordonnateur et de toute son équipe. On réclame le départ de Pathé Pouye parce que Pathé Pouye n'est pas compétent pour diriger une structure comme le Captrans. Nous allons déposer un préavis de grève qui va couvrir l'année 2018. Au cas échéant, rien ne nous empêchera de mettre notre plan d'action en œuvre. Après le Malout, on va déposer un préavis de grève dans l'ensemble du pays parce que nous avons nos structures au niveau des régions. Nous nous sommes approchés de la direction de Captrans pour prendre leur réaction, mais l'accès nous a été interdit. Théodore Semedo, Thiaroye-sur-Mer, Walfadjri.
Direction Tambacounda pour parler de la colère des habitants du quartier abattoir. Ils ont barré la route et brûlé des pneus avant de déloger les élèves de l'école Adjaï Dambay. Ils protestent contre le chantier inachevé d'une route, situation qui leur impose une cohabitation avec la poussière depuis 7 ans. La correspondance à Tambacounda de Alassane Diallo. Colère des habitants du quartier des abattoirs dans la commune de Tambacounda, visiblement remontée contre le maire de la localité Mambalolo. Ils ont brûlé des pneus avant de barrer la route qui mène vers l'école élémentaire Adja Aïdambay, source de tout leur malheur. Même un récital de Coran a été fait pour la réfection de cette route. Mais malheureusement, tout ceci est entré dans l'oreille d'un sourd. Et ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, après 6 années, qu'aucune autorité locale, administrative ou politique ne s'est déplacée pour venir au moins dans le quartier et pour présenter un peu leurs excuses au niveau de la police. Et on nous laisse comme ça. On nous laisse comme ça. On est fatigué, on en a ras le bol. On dit que la poussière, je la qualifie comme une bombe à retardement. Et d'ici 10 années, nos enfants, nos fils, nos petits-fils mourront tous dans ce quartier-là. Et ça, on ne peut pas l'accepter. L'État ne nous donne pas le prix pour payer les ordonnances. Ces habitants victimes des préjudices liés à la poussière ont délogé les élèves des 4 établissements scolaires localisés dans le quartier pour exiger le bitumage du tronçon dont les travaux ont duré 7 longues années. Et aujourd'hui, d'une manière très spontanée, les populations de ces 10 quartiers sont sorties pour montrer le ras-le-bol. On en a marre et nous voulons que la mairie de Tamba, nous ne sommes pas des villageois, on ne mérite pas cela. Une route comme ça depuis 6 ans. Et je vous dis que cette tronçon ne fait même pas 2 km. Et depuis 6 ans, cette population souffre. Nous ne méritons pas ce calvaire-là. Après d'intenses négociations entamées par les forces de sécurité, la route a été libérée 5 heures plus tard, jusqu'à 72 heures seulement, selon les habitants, délai de rigueur pour bitumer le tronçon. Et nous demandons à toutes les autorités de prendre leurs responsabilités. Sinon toutes les institutions qui sont dans ce quartier-là, que ce soit les services de l'État, que ce soit les écoles, rien ne fonctionnera tant que la route là ne... Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. 1500 francs, c'est le montant dérisoire prélevé sur l'indemnité de fonction des députés, là où l'enseignant qui perçoit 400 000 francs est délesté de 70 000 francs. Cette révélation de Ousmane Sonko est diversement appréciée, mais pour l'économiste Magaye Gaye et Abdoulaye Ndoye du QSEMS, cette situation relève d'une grave injustice. Leur réaction dans ce reportage de Mamo Gassama. Un montant de 1500 francs CFA est prélevé sur l'indemnité de fonction des députés, alors qu'un enseignant qui touche 400 000 francs CFA paie 70 000 francs CFA chaque mois. Selon l'économiste Magaye Gaye, ceci est une injustice fiscale. Il est ressorti de la déclaration de M. Ousmane Sonko que les députés ne paieraient pas beaucoup d'impôts comparé à beaucoup de Sénégalais qui sont moins lotis. Payer 1500 francs CFA sur une indemnité de 1 300 000, cela me paraît très peu. Et cela également paraît non conforme à ce qu'on appelle l'équité fiscale, même à la justice sociale. Et cela également ne paraît du moins rompre l'égalité des citoyens devant l'impôt. Or, en matière d'impôt, la capacité contributive doit être un critère pour pouvoir effectivement participer au paiement de l'impôt. Un avis que partage le secrétaire général du QSEMS, Abdoulaye Ndoye. Pour nous, c'est gravissime. Ce qui fonde une nation, c'est l'équité, la justice, la transparence, le respect des lois. Les Sénégalais, les citoyens doivent être traités au même pied d'égalité. L'égalité devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Comment peut-on admettre qu'un député, le député le moins payé, un député ordinaire qui n'a aucune responsabilité, qui a un salaire au moins d'1 300 000 francs, sans compter les bons d'essence et certains avantages, qu'il paye 1500 francs d'impôts et que l'enseignant paye 70 000 francs, je crois que c'est inacceptable. D'ailleurs, il en profite pour exhorter le gouvernement à respecter ses engagements. Nous exigeons encore une fois la prise en charge
de la question de l'alignement de l'indemnité de logement. La formation diplômante, le recensement est en train d'être fait, mais il faut diligenter la formation diplômante. Maintenant, il y a enfin la question du paiement des indemnités du BAC et du BFM. Aujourd'hui, à 2 ou 3 jours de la date butoir, les indemnités du BAC ne sont pas payées. C'est pourquoi le Kisum exige, sans délai, le paiement intégral des indemnités du BAC et du BFM. L'économiste revient pour dire que ce que paient les députés comme impôt ne fait que retarder le pays. C'est avec nos ressources fiscales que nous construisons nos hôpitaux, que nous construisons nos écoles, que nous aidons les plus démunis d'entre nous. Et il suffit simplement qu'une classe au niveau du Sénégal puisse ne pas payer beaucoup d'impôts pour que le montant perçu par la Direction générale des impôts soit minoré. Donc il faudrait vraiment en arriver à optimiser les ressources fiscales. Il faudrait que nos députés, qu'on puisse évaluer leur travail, qu'on puisse les amener également à payer plus d'impôts pour pouvoir participer plus au développement économique et social de notre pays. En tout état de cause, ce débat sur le prélèvement des impôts sur les revenus préoccupe les Sénégalais qui exigent des explications claires de la part des autorités. Mamou Gassama, toujours dans l'actualité, levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, le Parti socialiste des valeurs de Louga accuse le président Macky Sall et des dignitaires socialistes. Les partisans du maire de Dakar appellent toutes les forces vives à combattre ce qu'ils qualifient d'injustice. C'était au cours d'une assemblée générale en présence des partis d'opposition. Le compte-rendu est signé Omar Kairé. C'est un sentiment de dégoût et de frustration qui anime les pro-Khalifa Sall de Louga, après la levée de l'immunité parlementaire de ces derniers. Pour ces socialistes, c'est la démocratie sénégalaise qui vient d'être écornée à travers cet acte. Ils accusent Macky Sall et certains dignitaires socialistes. Les contradictions constatées sur la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député maire M. Khalifa Abakar Sall suscitent des questions quant à la séparation des pouvoirs au Sénégal et fait planer le doute sur l'indépendance de la justice dans notre pays. Et tous les partis de l'opposition sommes réunis aujourd'hui au siège du Parti socialiste des valeurs pour fustiger et dénoncer jusqu'à la dernière énergie l'acharnement systématique dont est victime l'honorable député maire Khalifa Abakar Sall. Nous sommes convaincus que l'arrestation de M. Khalifa Abakar Sall est une cabale politique orchestrée par un régime aux abois dans le seul but d'écarter un potentiel candidat aux élections présidentielles de 2019. Aidés en cela par des responsables socialistes véreux en décadence et qui sont désespérément en quête d'une survie politique. Ces militants du Parti socialiste des valeurs qui tenaient une assemblée générale ne comptent pas abdiquer. Pour eux, la bataille ne fait que commencer. Nous lançons un appel vibrant à tous les citoyens sénégalais épris de paix et de justice à combattre dans la légalité l'injustice qui menace la stabilité du pays. Par la même occasion, nous exigeons la libération pure et simple de M. Khalifa Abakar Sall dans les plus brefs délais, ainsi que la préservation de tous ses droits citoyens. L'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Ces militants condamnent une procédure d'élimination d'un adversaire politique et se disent prêts à poursuivre le combat jusqu'à ce que justice soit faite. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. À présent, l'actualité internationale qui nous mène en Guinée-Conakry au Burkina, mais on commence par l'Éthiopie où des affrontements interethniques ont fait 20 morts. C'est une synthèse de Issati. Les autorités éthiopiennes annoncent que plus de 20 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires. Les combats opposent deux groupes ethniques, les Oromo et les Somalis. Rappelons que des dizaines de personnes avaient été tuées et des milliers d'autres déplacées lors de précédents affrontements. Ainsi, 5 membres de l'ethnie Somali et 98 de l'ethnie Oromo soupçonnés d'être impliqués dans ces violences ont été interpellés, a précisé le porte-parole du gouvernement. Les autorités sont également à la recherche de 20 autres suspects somalis.
Au Burkina Faso, un conseiller municipal et un enseignant ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors de 2 attaques simultanées dans le nord du pays près de la frontière malienne. Les assaillants sont repartis vers le village de Pétégoli emportant la moto de la victime, poursuit le texte précisant que les forces de défense et de sécurité ont entrepris le ratissage de la zone. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes récurrentes depuis le premier trimestre 2015 qui ont fait 133 morts en 80 attaques selon un bilan officiel. La grève dans le secteur de l'éducation se poursuit ce lundi en Guinée-Conakry où de nouvelles échauffourées ont éclaté malgré les sévères mises en garde des autorités visant les grévistes et les médias diffusant leurs messages. Les programmes d'une radio privée BTA-FM ont été interrompus ce lundi après le passage à l'antenne d'un des principaux leaders de la grève déclenchée le 13 novembre. Les enseignants réclament des augmentations de salaire et ils ont paralysé le système scolaire depuis plusieurs semaines. En sport, et je vous le disais en titre, ballon d'or sénégalais Sadio Mané sacré pour la 4e fois d'affilée par l'ANPS, auteur d'une saison 2016-2017 exceptionnelle avec Liverpool et grand artisan de la qualification des Lions à la Coupe du Monde 2018. L'attaquant sénégalais devance au classement Kalidou Koulibaly de Naples et Karambo. Les explications de Ibrahima Ndiaye. Hormis le ballon d'or décerné à Sadio Mané, l'Association nationale de la presse sportive a aussi honoré d'autres sportifs. Ibrahima Niane, champion du Sénégal avec Génération Foot et meilleur buteur du championnat local, a reçu le prix de meilleur footballeur local. Astou Traoré, MVP du dernier Afro-Basket féminin et sacrée meilleure sportive sénégalaise de l'année 2017. Basket justement, changement au niveau du banc de touche des équipes nationales avec le retour de Abdourahmane Ndiaye Adidas. L'ancien international remplace l'Espagnol Porfirio Fisac. Du côté des Lions, Chersar va remplacer Moustapha Gaye, démissionnaire. Et puis, Navetan, finale de la zone de Khelcom Biran. L'AS Djubo prend le meilleur sur l'ASC Josmon de Wardiakhal. Le maire de la commune promet de rendre le stade plus praticable la prochaine édition. Al-Hassan Ba. La zone de Khelcom Biran, dans le département de Guinguinéo, a fêté la finale du championnat national populaire de l'an 2017. Le maire de la commune, Diaraf Alassane Daou, parrain de l'événement, se félicite de leur stade municipal qu'il veut rendre plus attractif dans les prochaines éditions. Donc je pense que par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est la 3e fois que les jeunes jouent dans ce stade. On n'avait pas de stade. Quand je suis venu, quand même, j'ai pu parvenir à mettre un stade municipal quand même acceptable. Mais il reste des choses à faire. L'éclairage public est quelque chose que nous voulons. Peut-être à travers des lampadaires solaires, nous allons voir. Nous allons essayer aussi de voir à travers nos partenaires pour voir comment trouver les voies et moyens pour rendre le stade plus attractif. Pour rappel, la finale de cette année-ci a opposé l'ASC Djubo de Khelcom Biran à l'ASC Ndiosmone de Wardiakhal et a été remportée par l'équipe locale au score d'1-0. À noter aussi qu'une forte mobilisation des populations a joué en faveur de Djubo de Khelcom Biran. Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. C'était tout pour les sports. Place maintenant la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Cissé. Bonsoir. Emmanuel Macron en Afrique, l'observateur Palga titre « Entre agitation inutile et frilosité contre-productive, quoi de neuf dans les relations entre la France et l'Afrique ?» s'interrogent les journalistes burkinabés qui soulignent que le président Macron devrait en révéler la charpente ce mardi 28 novembre 2017 à l'université Ouaga Joseph Kizerbo lors d'une adresse suivie d'un entretien avec des étudiants burkinabés. Poursuivant nos confrères ajoute qu'au-delà
Au-delà de cet échantillon de la jeunesse burkinabé, elle-même échantillon de la jeunesse africaine, toute l'Afrique, que dis-je, toute la communauté internationale sera tout oreille à ce discours macronien de Ouagadougou, à l'heure où le développement économique se fait toujours attendre, alors que des problèmes sociaux et de sécurité se font pressants sur le continent, notamment au Burkina. On est bien curieux de savoir ce que la France, l'une des principales anciennes puissances coloniatrices, a de nouveau comme solution à proposer. Laisse-t-il entendre avant de s'interroger? Emmanuel Macron sacrifiera-t-il juste à une tradition établie depuis Mitterrand et l'historique sommet de la Baule de 1990 qui voudrait que chaque nouveau président français conçoive une matrice des nouvelles orientations de politique africaine, ou fera-t-il des propositions audacieuses à même de créer la rupture dans ce domaine, décidé à redresser l'image et l'influence de la France en Afrique? Emmanuel Macron démarre ce 27 novembre 2017 sa première tournée sur le continent, rapporte Jeune Afrique. Selon le journal, il doit se rendre au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'objectif de moderniser les relations franco-africaines recentrées sur l'entrepreneuriat, la jeunesse et l'éducation. Restons toujours sur l'actualité du continent, cette fois-ci avec IZF. À en croire le site ivoirien, l'Europe recule en Afrique mais reste omniprésente. Histoire oblige, l'Europe reste le principal acteur étranger en Afrique, mais elle a perdu du terrain face à de nouvelles puissances, dont la Chine, qui est désormais le premier pays indépendant partenaire de l'Afrique. Alors, de cette situation, c'est parce que l'Europe est le partenaire le plus ancien qu'elle laisse des marches aux autres. C'est une révolution logique, mais c'est elle qui est devant. Il y a une histoire commune, résume Pierre Dagbo, professeur de sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et auteur de la diplomatie africaine, théorie et pratique. L'Europe est le premier partenaire commercial, le premier investisseur, le premier bailleur de fonds, souligne une source diplomatique européenne à Bruxelles. À retenir également que les échanges entre l'Europe et l'Afrique se sont élevés à 286 milliards d'euros en 2015, avec une balance favorable pour l'Union européenne de 22 milliards. Le vieux continent a injecté une somme similaire, 21 milliards d'euros en aide à l'Afrique, en chiffre inégalé et loin devant les Américains et les Chinois. Cap sur le Togo avec ici le même.com qui pointe à sa une école partie en fumée dans la région de Kara. La scène s'est produite dans le canton de Bourou, préfecture de Koza, selon nos confrères qui soulignent également que des salles de classe sont parties en fumée. Nos confrères togolais de soutenir qu'il a fallu l'arrivée des sapeurs-pompiers pour arriver à bout de ces flammes violentes. Mais le dégât matériel est important avec les tables bancs calcinés ainsi que des salles de classe. Heureusement, c'était un dimanche, les élèves n'étaient pas en cours. Parlons politique pour finir avec Maliweb, le site malien qui revient sur le grand meeting populaire et démocratique du samedi dernier et informe que la plateforme anti-Abana s'inquiète de l'impréparation du gouvernement face aux élections régionales et présidentielles. Les journalistes maliens rappellent que la plateforme citoyenne qui s'est récemment opposée à la révision de la Constitution de 1992 refait surface après quelques mois de silence depuis le sursis du projet présidentiel contesté. Samedi dernier, un grand meeting d'information avait réuni ces associations membres à Bamako à la pyramide du souvenir. La fin des dérives de gouvernance, la tenue d'élections crédibles sur la base d'un fichier électoral consensuel et la sécurisation de tout le pays ont été entre autres des doléances de ces associations anti-Abana. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez à 21h Nicolas Sonko et Cheikh Tidiane Gomis dans Air de jeu comme tous les lundis. N'oubliez pas aussi l'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.